Bonsoir et bienvenue à notre conférence virtuelle de ce soir au sujet du racisme systémique vu dans une perspective historique. Je m'appelle Marisa Berry-Mendez, je suis responsable des campagnes ici chez Amnesty International Canada francophone et j'animerai la conférence. Merci d'être là avec nous. Je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone. Je voudrais reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Je sais que nous comptons parmi nous des participants et participantes de partout au Québec et même au-delà. Donc, je vous invite maintenant à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous. Cette conférence virtuelle est la quatrième d'une série mensuelle portant sur divers enjeux reliés au racisme systémique. Tout au long des prochains mois, nous allons entendre des experts et expertes et des militantes et militants contre le racisme et apprendre comment le racisme systémique se manifeste dans notre société. Notre prochaine conférence, le 10 mars, portera sur les intersections de l'antiracisme et du féminisme dans le contexte de la lutte au racisme systémique. Vous pouvez consulter la liste de conférences qui s'en viennent et vous inscrire pour celle du 10 mars sur notre page web. Et je pense que ma collègue Camille va partager le lien dans le chat. Donc, pour notre déroulement de la soirée de ce soir, je vais poursuivre avec quelques détails techniques. Par la suite, je vous présente un peu notre thématique et nos deux panélistes. Et ensuite, on va écouter les deux invités. Et enfin, on aura le temps pour une période de questions d'à peu près 30 minutes. Pour que vous le sachiez, on est beaucoup ce soir, donc vos microphones sont désactivés pour une meilleure audibilité des panélistes. Vous pouvez en tout temps converser avec les animatrices et les participants et participantes via le chat. Par contre, si vous avez des questions que vous aimeriez poser aux conférenciers et conférencières, vous pouvez se faire via la case questions et réponses plutôt que le chat. Parce que le chat, souvent, ça roule assez vite, puis on ne peut pas attraper toutes les questions. Et évidemment, si vous tweetez en direct de ce webinaire, n'oubliez pas de nous identifier. Alors, notre thématique ce soir, c'est le racisme systémique, connaître notre histoire pour comprendre mieux notre présent. À l'école, au Québec et à travers le Canada, nous apprenons principalement l'histoire des peuples européens qui ont colonisé le territoire sur lequel nous vivons et de leurs descendants. L'histoire des peuples autochtones qui ont été déplacés et opprimés par la colonisation est souvent enseignée d'une manière superficielle qui occulte la violence de la colonisation et ses conséquences aujourd'hui. L'histoire des Africains et des personnes d'ascendance africaine qui ont été transportées ici de force et réduites à l'esclavage pendant les plus de 2 siècles au cours desquels l'esclavage était pratiqué au Québec est souvent complètement absente des cursus scolaires. L'histoire des autres communautés noires issues de l'immigration à travers l'histoire est également peu mise de l'avant. Cela signifie que l'histoire des peuples autochtones et des Québécois et Québécoises noirs et racisés est souvent diminuée ou invisibilisée, et que les réalités actuelles de ces communautés-là ne sont pas comprises dans un contexte historique. Alors que nous prenons davantage conscience de l'existence et des manifestations du racisme systémique dans notre société, il est important de comprendre les façons dont le racisme est ancré dans notre histoire. Et c'est donc pour ça qu'on est ici ce soir avec nos deux panélistes incroyables pour creuser un peu plus dans notre histoire afin de mieux comprendre notre présent.
Donc, ce soir, on a avec nous Cindy Wild, tu peux avancer, qui est doctorante à l'Université de Québec à Abitibi-Témiscamingue, chargée de cours et conseillère politique. Et nous avons aussi Ali Ndiaye, alias Webster, qui est conférencier, webmaster, artiste et écrivain. Donc, avant de passer à notre première conférencière, Cindy Wild, je vous lui présente. Originaire de la communauté Picogan, située dans le nord-est de l'Abitibi-Témiscamingue, Cindy Wild est à Anishinaabe et à Tikamek. Elle a étudié la criminologie, la toxicomanie, la santé mentale et elle est actuellement doctorante à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle s'intéresse à la surreprésentation des femmes autochtones dans le système carcéral. Elle y est également chargée de cours. Pendant plus de 25 ans, elle a évolué professionnellement au Service correctionnel du Canada, plus précisément dans les initiatives autochtones. Jusqu'en mars 2019, elle était membre de l'équipe de recherche de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones, écoute, réconciliation et progrès, à titre d'experte pour le Service public des services correctionnels du Québec. Cindy a été chroniqueuse politique pour l'Espace autochtone jusqu'en septembre 2019 et depuis, elle offre une collaboration ponctuelle sur divers projets, notamment sur les émissions web. Désormais conseillère politique auprès de l'Assemblée des Premières Nations Québec et Labrador, elle est aussi consultante pour plusieurs organisations autochtones sur des enjeux différents. Parcours atypique, mais qui s'est avéré une force dans sa carrière. Toutes ces expériences professionnelles ont pour dénominateur commun l'objectif de travailler auprès et pour les Premières Nations. Merci d'être là avec nous ce soir, Cindy, et la parole est à vous. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je vais partager mon écran. J'avais quelques petites photos. Attendez un petit peu. Ça part bien. Je m'excuse. En test, tantôt, ça fonctionnait. Et là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Cindy, on voit votre écran. Ce serait juste le mettre en plein écran. Zéro. Possible. Parfait. OK. Si je vais juste me mettre mes petites notes et je pars. Bien, bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet vraiment qui vient me chercher évidemment parce que je suis une Première Nation, mais parce que depuis quelques mois, c'est vraiment dans plusieurs débats publics, sur la place publique, en fait, qu'est-ce que le racisme systémique, en fait, pour le comprendre aussi, ce soir, ce que j'aimerais apporter peut-être comme discussion, c'est des éléments qui font partie de notre histoire, les Premières Nations, peut-être pour comprendre pourquoi aujourd'hui les Premières Nations allèguent souvent apportent des situations dans lesquelles on vit du racisme systémique. Donc, je vais vous faire une brève présentation, puis on pourra échanger après l'autre présentation via des discussions ou des questions. Donc, nous, les Premières Nations, au Québec ou au Canada, où tout a commencé, c'est 1763, avec la proclamation royale. Dans le fond, ce que ça a permis, c'est de définir les bases d'interaction entre l'administration coloniale et les Premières Nations pour les siècles qui étaient à venir. Ensuite, en 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, en fait, on est devenu le pays qu'on connaît aujourd'hui, qui est le Canada. Je dirais que c'est un peu là que tout a changé pour les Premières Nations. En fait, ce que ça a fait... Oh, excusez, je reviens. Désolée, ma souris est sensible. Attendez un petit peu. Je vais juste m'organiser, je suis désolée. Donc, c'est ça. Auparavant, avant que le pays devienne ce qu'il est, on était vu comme un peuple assez indépendant. En fait, on était perçu comme étant souverain. On cherchait les alliances avec les Premières Nations lors des guerres coloniales. Donc, on avait
on est passé du statut à indépendant d'un peuple avec qui on voulait créer des alliances à devenu dépendant et devant être protégé et devant être un sujet du roi, finalement. La base de tout racisme envers les Premières Nations, et là je dis vraiment écourter le terme raciste, c'est vraiment la loi sur les Indiens qui est apparue en 1876. En fait, ce que c'est la loi sur les Indiens, c'est vraiment une forme de synthèse de plusieurs ordonnances coloniales qui ont été antérieures finalement, qui se sont comme soldées en une loi englobant tout ça. Ce que ça servait, en fait, ce que ça visait comme objectif, la loi sur les Indiens, c'était l'assimilation des Autochtones à la société euro-canadienne. Donc, son ancêtre, on l'appelait la loi sur les sauvages. Juste par son titre, on peut un peu percevoir déjà comment on était perçu par la société euro-canadienne. En passant, la loi sur les Indiens concerne les Premières Nations uniquement. Par contre, plusieurs politiques coloniales ont touché à l'ensemble des Autochtones. La loi sur les Indiens, en fait, ce que ça fait, c'est que ça octroie au gouvernement de vastes pouvoirs, un peu surtout sur l'identité, les structures politiques, la gouvernance, même à un moment donné, ça atteint nos pratiques culturelles, le mode d'éducation, comme on va le voir plus tard. Cette loi-là, elle a remplacé toutes les structures traditionnelles de gouvernance qu'on avait avant l'arrivée des colonisateurs. Ça a été un document qui a été évolutif, évidemment, mais rempli de contradictions. Ça s'est traduit sur plusieurs générations par des traumatismes, des violations des droits de la personne, des perturbations sociales, culturelles. Cette loi aussi, même encore aujourd'hui, elle détermine qui est autochtone ou pas dans ce pays. Bien, Première Nation, inscrit, non inscrit. Je n'entrerai pas les détails, mais c'est très vaste. Dans le fond, ce que je veux illustrer, c'est que la loi sur les Indiens, bien, elle englobe pas mal toutes les pans de vie d'une Première Nation dans ce pays-ci. Donc, je vais focuser ce soir pas mal sur la loi sur les Indiens, dans ce sens qu'à elle seule, elle a suffi à instaurer un système. Quand on parle de racisme systémique, je veux juste vous rappeler qu'on ne vise pas forcément la personne individuellement ou dans sa relation avec les Premières Nations. On parle de système parce que c'est parmi les politiques ou parmi le système légal lui-même ou même juridique qui fait en sorte que ça provoque des inégalités. Moi, je vous parle des Premières Nations ce soir à travers la loi sur les Indiens. Un des premiers, en fait, qui est assez connu dernièrement, mais un des éléments les plus probants, là, si je peux dire, là, qui a provoqué une dislocation dans nos familles, dans notre culture, dans notre langue, dans le mode de vie général, c'est le phénomène des pensionnats. En fait, en 1876, il y a un fameux rapport d'Alvin qui est arrivé, qui a recommandé la création d'écoles industrielles. L'idée, c'était d'inviter l'enfant à sortir de son milieu familial, finalement, et de peut-être l'éduquer par un mode de vie qui était restreint au travail. Suite à ces recommandations-là, John McDonnell a autorisé la création de ce qu'on appelle aujourd'hui les pensionnats indiens. Ça a débuté dans l'Ouest canadien, mais au Québec, c'est survenu quand même. Il y a eu 6 pensionnats plus tard et ces pensionnats-là, même s'ils sont survenus plus tard, en fait, vous allez comprendre aujourd'hui comment l'impact est encore très, très palpable et réel sur nos vies aujourd'hui. Moi, je suis de la génération qui a eu la chance d'éviter les pensionnats, mais juste ma génération avant, ma mère, mes tantes, mes oncles ont connu ils sont tous allés au pensionnat. Donc, c'est assez récent ici au Québec. Ici, je vais juste vous montrer, c'était le premier pensionnat qu'il y avait dans l'Ouest canadien. Ce que ça fait aussi quand je parle de système, par exemple, la loi sur les Indiens en 1880, dans le fond, a interdit toute cérémonie ou danse traditionnelle qui font partie de notre culture, évidemment. En 1884,
2014, l'amendement à la loi sur les Indiens a obligé d'envoyer tous les enfants à l'école dès 7 ans dans les pensionnats indiens. Donc, imaginez-vous que vous êtes peut-être parent en ce moment, votre enfant de 7 ans et du jour au lendemain quitte la maison, loin de vous, vous le revoyez peut-être dans 10 mois. Cet enfant-là arrive dans un édifice austère avec une langue qu'il ne connaît pas, interdiction de parler à sa famille, sa fratrie, sa langue, nourriture différente. Hein? C'est un choc, ça aussi, qui fait partie d'un choc culturel, finalement, quand on change complètement le mode de vie, même au niveau de la nourriture. Donc, ça a eu des résultats un peu partout. En fait, pourquoi je mets la photo de la police, c'est que les services de police, comme beaucoup d'autres services, ont été imposés aux Premières Nations. Je viens de vous parler des pensionnats. À l'époque, c'est vraiment la GRC, la police montée, qui allait chercher les enfants dans leur foyer pour les emmener de force dans les communautés. Donc, ça fait longtemps que la perception de la police pour les Premières Nations, c'en est une de répression et de non-compréhension. Donc, la colonisation, elle a ignoré longtemps les systèmes de gouvernance, les ordres juridiques et tout ça. Donc, l'impact du colonialisme a été vraiment, ça a été comme comment je peux dire ça, une espèce c'était illustré par la police, finalement, les forces policières. Tu sais, l'application de la loi était faite par la police et l'agent des Indiens à l'époque avait beaucoup de pouvoir, dont celui quasiment d'un juge. Tu sais. Là, je vous fais vraiment comme un survol assez rapide. C'est juste pour vous montrer à quel point la loi a eu des résultats un peu partout. Au niveau de la santé, tragiquement, vous avez vu au Québec dans les derniers mois le décès tragique de Joyce. Joyce, ce que ça fait, en fait, c'est que ça a montré au grand jour à tous ce que plusieurs Autochtones alléguaient depuis des années vivre dans le système de santé. Depuis ce temps, c'est sûr qu'on a une mobilisation, une sensibilité de la part de plusieurs Québécois face à cette situation-là. Même, je dirais que ça a eu des ondes internationales. Mais au niveau de la santé, la loi sur les Indiens, ça fait longtemps qu'elle affecte les services de qualité ou égalitaire aux Premières Nations. Là, on a vu dans le cas de Joyce qu'elle vivait du racisme vraiment relationnel dans le système, mais si on recule à l'histoire, ça fait longtemps que les Premières Nations sont mal dirigées ou mal soignées dans les services de santé. On pense aux stérilisations forcées des femmes autochtones, on pense à des recherches qui ont été appliquées en prenant des mains des nourrissons autochtones à une époque comme cobayes sans consentement. Donc, ça fait longtemps qu'au niveau de la santé, il y a cette espèce de ras-là de la loi qui fait en sorte qu'on se permet à peu près des choses, en tout cas, différentes, un traitement différent chez les Premières Nations que l'autre tranche de population. Au niveau de la DPJ, j'ai mis cette photo-là, ça c'est des enfants de Picogan. En fait, nos enfants sont surreprésentés dans le système de la protection de la jeunesse. Ça commence à être connu avec la commission Laurent, on en parle, mais rapidement, c'est juste exponentiel. Nos enfants sont 4 fois plus à risque d'avoir un signalement retenu, 4 fois plus à risque d'être placés aussi dans des familles autres que dans leur communauté. Tout ça encore, c'est une question de perception. Hein. C'est les parents autochtones, même si on recule dès les pensionnats, ça fait longtemps qu'ils sont perçus comme étant des parents qui sont non adéquats. Donc, ça s'est transposé des pensionnats au système de protection de la jeunesse et aujourd'hui, on assiste encore à une surreprésentation à ce niveau-là. Là, j'ai mis une photo de pénitencier. Comme on l'a dit en introduction, moi, je suis en train de faire une thèse sur la surreprésentation carcérale des femmes Premières Nations au Québec. Mais de façon générale, même mondiale, hein, les peuples autochtones sont surreprésentés dans le système carcéral. Au Canada, 30% de la population carcérale au fédéral est constituée de détenus autochtones. Puis on représente
même pas, je pense, 5% de la population canadienne. Donc, c'est assez marquant comme chiffre. Les femmes, c'est encore pire. Le Bureau d'enquêteurs correctionnels, en 2019, alléguait un pourcentage de 41,4% de la population féminine incarcérée au fédéral qui était constituée de femmes autochtones. Au Québec, on ne fait pas non plus meilleure figure, en ce sens qu'il y a une surreprésentation carcérale. Depuis les travaux de la commission Vien, ça a été révélé et mis en lumière. Bien qu'elle soit un peu moins importante, cette surreprésentation-là, elle est présente, elle est vraiment différente de la population externe et elle ne fait qu'augmenter depuis les 10 dernières années, c'est exponentiel. Donc, en fait, mon bref survol, ce que je veux, en fait, vous illustrer. Oups, excusez-moi. Attendez un petit peu. C'est ça, c'est que l'idée, c'est d'illustrer comment que le racisme systémique pour les Premières Nations tient son origine de la colonisation finalement. Quand on parle de racisme systémique, on parle de loi, on parle de politique, on parle de façon de faire très formelle et officielle. Et juste avec la loi sur les Indiens, on est capable de voir comment ce système-là a été érigé, puis encore comment on est aux prises avec ce système-là encore aujourd'hui parce qu'on est toujours assujetti à la loi sur les Indiens. C'est sûr que la loi a été amendée plusieurs fois dans un but en essayant d'éliminer certaines discriminations, notamment à l'égard des femmes qui étaient incapables de transmettre leur statut à leurs enfants, mais elle est encore discriminatoire aujourd'hui à certains égards, puis on peut le voir dernièrement, juste avec l'eau potable dans les réserves ou les écoles ou les CPE ce matin, ce que le Devoir rapportait, le dossier choc, on peut voir encore qu'il y a des inégalités. Il y a plein de choses que la loi nous a apporté, que je n'ai pas parlé. On pourrait longtemps en pleine pandémie, si on regarde l'historique des épidémies auxquelles les Premières Nations, les Autochtones ont été touchés dans l'histoire du pays, on voit aussi qu'il y a eu beaucoup de traitements d'inégalité à cet égard-là. Il y avait des hôpitaux indiens, donc une ségrégation au niveau des hôpitaux. Les enfants pouvaient être emmenés très loin de chez eux dans des hôpitaux pendant des mois et il y a eu des égards là-dedans. Il y a des enfants qui ont été perdus, il y a des enfants qui ne sont jamais revenus chez eux ou qui sont décédés sans qu'on sache où ils ont été enterrés finalement. Quand je parle de ségrégation spatiale, bien, la loi aussi, elle a permis à un certain moment que chaque individu qui voulait sortir de la réserve bien, devait avoir un laissez-passer de l'agent des Indiens. Donc, c'était vraiment un système de laissez-passer. Là, on rentre et on sort, on demande la permission. Donc, juste aller à l'autre coin de la rue qui est à l'extérieur de la réserve, on devait avoir une autorisation par un non-autochtone finalement. Il y a eu aussi le phénomène d'Arab des années 60. J'ai aussi abordé rapidement tantôt des recherches. Il y a des recherches médicales qui ont été faites sans consentement, qui sont vraiment douteuses au niveau éthique, de l'éthique médicale, je parle. Même au niveau de la recherche en sciences sociales, il y a eu des choses qui ont été avancées, des données utilisées ou des recherches faites sans consentement auxquelles il y a de grandes questions à se poser. Ce que ça illustre tout ça, puis je m'excuse de faire ça vraiment brièvement, mais c'est dans le fond, là, la perception qu'on a des Premières Nations dans ce pays-ci, c'est comme si ça fait longtemps qu'on pouvait un peu se permettre tout ce qu'on voulait, c'est qu'on est dans le fond des individus, une population de seconde classe. Et souvent, les politiques, même si elles n'ont pas été instaurées dans un but de faire du mal, on s'entend au début, je vous disais que c'était pour civiliser, donc on peut penser qu'il y avait une notion d'intention positive là-dedans, mais ça a créé beaucoup de traumas et beaucoup de difficultés avec lesquelles aujourd'hui on est pris. Je regardais rapidement, juste avant de venir à cette discussion-là ce soir, je voulais savoir si le Canada qui se classe, en 2012, le Canada se classait au 12e rang international pour
l'indice du développement humain très élevé. Je voulais voir si les Autochtones, on avait finalement augmenté un peu leur rang. Puis, je n'ai pas été en mesure de trouver les chiffres, donc je vous rappelle ceux que j'avais trouvés pour la même année, alors que le Canada se classait vraiment, attendez un petit peu, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, au 12e rang, comme je vous disais, la population indienne inscrite dans les réserves dans la même année, donc en 2016, se classait au 78e rang. Donc, c'est juste, quand on parle de système et qu'on dit que ça n'existe pas, par exemple, le racisme systémique, qu'on n'a pas, que les Premières Nations et les Autochtones ne vivent pas d'inégalité dans le système en raison de leur race. Juste avec cet indice-là, on voit que c'est contradictoire parce que dans un pays aussi riche que le Canada, où il fait bon vivre, les Autochtones qui vivent en réserve sont vraiment loin derrière. Donc, si ça ne parle pas de système, je ne sais pas comment le définir. Donc, je voulais juste un peu vous partager ma réflexion par rapport à ce que c'est le racisme systémique pour les Premières Nations en vertu des politiques et des lois. Donc, je vais laisser la parole à Webster. Je m'enlève de là. D'accord. Ben, merci beaucoup, Cindy, pour la présentation éclaircissante et instructive. C'est clair qu'il y a beaucoup à dire. On ne peut pas tout dire en 25 minutes ou 20 minutes, mais tu fais le bilan, tu présentes bien l'enjeu à travers l'histoire et en prenant compte de la réalité actuelle. Je vois aussi qu'il y a un échange très dynamique dans le chat, donc c'est sûr qu'on va avoir des questions à discuter par la suite. Mais pour passer à notre prochaine panéliste que je vais vous présenter, Ali Ndiaye, alias Webster, est né et a grandi dans le quartier Limoilou à Québec. D'un père sénégalais et d'une mère québécoise, il a toujours été fier de ses origines et se présente comme un Sénékeb métis pur laine. Sa passion pour l'histoire l'a mené à faire les études universitaires dans ce domaine. Militant, Webster s'implique beaucoup socialement. Il donne régulièrement des conférences sur une multitude de sujets, dont son thème de prédilection, l'histoire de la présence afrodescendante et l'esclavage au Québec et au Canada dans l'époque de la Nouvelle-France. Afin de mieux diffuser ces informations, il a mis sur pied les tours Québec History X, une visite guidée de la ville de Québec, à propos de ce pan d'histoire largement méconnu. Il était aussi le commissaire de l'exposition Fugitif au Musée national des beaux-arts du Québec d'avril à septembre 2019, qui est notamment toujours disponible en ligne pour visionnement. Depuis 2009, il parcourt le monde afin de présenter des ateliers d'écriture où il apprend l'utilisation créative du français à travers le rap. Il a visité plusieurs universités américaines, dont Harvard, MIT, Howard, Georgetown et UCLA. Il a aussi donné des concerts, des conférences et des ateliers d'écriture dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Sud. Côté musical, Webster est actif depuis 1995. Membre fondateur du collectif Limoilou Stars, il est un vétéran et l'un des pionniers du mouvement hip-hop québécois. Son art est un outil qu'il affine depuis plus de 2 décennies afin de véhiculer de la manière la plus créative son bagage culturel et intellectuel. Webster est aussi l'auteur d'un manuel d'écriture hip-hop, À l'ombre des feuilles, et d'un livre jeunesse à propos d'Olivier le Jeune, le premier esclave africain au Canada, Le grain de sable. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir, Webster. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour partager ces notions de racisme systémique, mais d'un point de vue afro-canadien, afro-québécois. Tout d'abord, merci beaucoup, Cindy, pour ta présentation. C'est très apprécié, très éloquent aussi. Avant de me lancer, mon grand souhait en ce moment, c'est que François Legault puisse nous écouter aujourd'hui, puis que peut-être demain pourra prononcer ce fameux mot. Et donc, je vais vous parler effectivement de cette existence historique
du racisme et du racisme systémique. Et pour moi, le racisme systémique ne peut pas être déconnecté de ses racines historiques. Le racisme systémique est ancré dans l'esclavage et la colonisation, qui sont deux mouvements qui ont changé la face du monde. Les 500 dernières années ont façonné ce que nous sommes aujourd'hui à travers la colonisation de l'Amérique, l'esclavage qui a eu lieu en Amérique, qui, il ne faut pas oublier, ont été nourris par la notion de racisme. Et donc, je vais vous partager ma présentation. Je vais sauter certaines étapes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en 25 minutes, donc soyez pas surpris. Je vais sauter plusieurs diapositives. Et donc, tout simplement, en termes, bon, regardez, je vais me sauter tout de suite. Notion d'esclavage. Il faut comprendre que l'esclavage a eu lieu au Québec et au Canada, dans une moindre ampleur qu'ailleurs dans les Amériques, toutefois a existé. L'historien Marcel Trudel, pour ce qui est du Québec en tant que tel, a répertorié 4185 esclaves, personnes asservies dans notre histoire au Québec. Entre 1629, l'arrivée du premier Africain à vivre de manière permanente ici, s'appelait Olivier le Jeune, qui n'est pas son prénom, c'est son nom de baptême, son nom d'esclave, jusqu'au début des années 1800. Sur ce nombre des 4185 esclaves, les 2/3 étaient des autochtones. Donc, 2683 captifs autochtones qui étaient appelés les bannis. Et un tiers qui étaient afro-descendants et africains. Donc, 1443. Mais toujours des répertoriés, hein, c'est-à-dire que ce sont les noms qu'on a pu trouver. Donc, ce ne sont pas des chiffres qui sont exacts, mais qui nous permettent de comprendre la dimension de l'esclavage ici. Pour référent, 12,5 millions d'Africains ont été déportés de l'Afrique vers les Amériques. Et entre 2 et 5 millions d'Autochtones ont été réduits en esclavage dans les Amériques. Ce peu d'esclaves qu'on retrouve ici, beaucoup d'historiens, et au 19e siècle, et jusqu'à aujourd'hui à notre époque, ont prétexté le peu d'esclaves par une quelconque supériorité morale de nos ancêtres. Comme quoi nos ancêtres étaient meilleurs, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas d'esclaves. Mais la vérité est un peu plus sec que ça. C'est qu'en fait, c'est une question de géographie, c'est une question climatique. Notre économie ici, à l'époque de la Nouvelle-France notamment, était basée sur la traite de fourrure et la pêche, qui ne demandent pas une grande main-d'œuvre. Tandis qu'ailleurs, dans le monde atlantique, les économies étaient basées sur une économie agraire, les plantations de coton, de canne à sucre, de cacao, d'indigo, les rivières, pas les rivières, mais les rizières, le café. Et donc, on a besoin de beaucoup de gens. Ici, on n'a pas la température pour faire pousser de la canne à sucre ou du coton. Mais pourtant, dès les années 1680, le gouvernement de la Nouvelle-France va plusieurs fois écrire au roi Louis XIV pour qu'on puisse avoir des esclaves noirs ici. Dans les années 1710 aussi, l'intendant Bégon va écrire plusieurs fois au roi Louis XV pour pouvoir faire venir des esclaves ici. Mais puisque nous sommes excentrés de cette économie monde qui est le monde atlantique, eh bien, il est difficile de pouvoir acquérir des grandes masses d'esclaves. Sous le régime français, les esclaves ou les personnes captives sont vendues de personne à personne, sont vendues aussi au marché. Il n'y a pas de marché aux esclaves ici, mais les gens sont amenés au marché pour les vendre. Et à partir de à partir de la conquête britannique et de l'arrivée de la presse écrite, les esclaves sont annoncés dans les journaux. Et donc, vous voyez ici devant vous des annonces de personnes à vendre dans les journaux de Québec. Et pour une parenthèse, parce que je suis convaincu que la question va revenir un peu plus tard, mais pour les personnes qui se posent la question par rapport au fameux mot en N, mais vous le voyez ici dans son état naturel. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens ne veulent plus entendre parler de ce mot-là, vous le voyez devant vous. Donc, ce sont des annonces de personnes afrodescendantes, africaines et autochtones aussi. Vous le voyez en haut à votre droite, un garçon pâle.
Mais bon, le propos n'est pas autour de l'esclavage. La raison pourquoi je parle d'esclavage, c'est qu'une fois que l'esclavage disparaît, au début des années 1800 au Québec, qui à l'époque on appelait le Bas-Canada, et ailleurs au Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, tranquillement au Canada, c'est à peu près dans les premières décennies du 19e siècle que l'esclavage disparaît. Toutefois, comme on dit souvent, l'esclavage a disparu, mais les mentalités qui ont permis l'esclavage demeurent, c'est-à-dire la mentalité qui te permet d'acheter quelqu'un, qui te permet de vendre, de léguer, de louer, d'échanger. Des gens étaient échangés comme des sacs de farine ou des barils de mélasse. Et donc, cette mentalité qui permettait cette transaction humaine, veut pas, va teinter la perception que les gens ont de ces personnes. La manière dont l'histoire est racontée aussi. Quand on parle d'esclavage, on parle toujours des personnes afrodescendantes, africaines, des personnes autochtones comme subissant l'esclavage et on leur retire toute agentivité. On ne parle pas assez de la résistance des personnes réduites en esclavage. Ici, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de gens, eh bien, la résistance s'articulait principalement autour de la fuite. Et ces gens étaient annoncés dans les journaux afin de pouvoir les retrouver. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'était des annonces dans les journaux avec une description très précise et de leur physionomie et de leur habillement et des traits caractéristiques. Donc, à défaut d'avoir des peintures, à défaut d'avoir des gravures des personnes afro-québécoises dans la deuxième moitié du 18e siècle, eh bien, on a ces annonces. Et c'est à partir de ces annonces que j'ai mis sur pied l'exposition Fugitif, dont je n'ai pas le temps de vous parler, mais vous pouvez aller visiter au fugitif.ca. Donc, très rapidement, ici, ça vous donne une idée de ce à quoi Nemo et Cash auraient pu ressembler dans les dernières décennies du 18e siècle, selon leur annonce de fuite. La même chose pour André à la même époque. Donc, maintenant, l'esclavage disparaît au début du 19e siècle. Et donc là, on est dans une époque, oui, de liberté, mais d'absence de mobilité sociale. Et cette absence de mobilité sociale, et pour les personnes autochtones, et pour les personnes afrodescendantes et africaines, les personnes afro-canadiennes, est un élément central. Parce qu'il n'y a pas de mobilité sociale. C'est-à-dire que pensez ce que vous avez déjà vu un juge noir dans les années 1830. Avez-vous vu un juge autochtone dans les années 1830 ou même une juge femme dans les années 1830? Ce sont des obstacles systémiques qui, finalement, ont empêché les gens de gravir les échelons de la société. Cette absence de mobilité sociale crée une absence d'accumulation de patrimoine. Cette absence d'accumulation de patrimoine crée une absence de transfert générationnel de ces richesses-là. Et donc, ce qui fait qu'à chaque génération, on se retrouve toujours au même point, à avoir à bâtir un patrimoine, toujours en état de survie. Et donc, quand on veut comprendre le racisme systémique et les inégalités sociales, les inégalités économiques, les inégalités politiques, on doit comprendre que cette absence de mobilité sociale qui a suivi la fin de l'esclavage et qui a continué jusque dans la moitié du 20e siècle, jusque dans les années 1950, il y avait cette absence de mobilité sociale-là. Et donc, il faut comprendre cette absence de transfert de patrimoine-là. Un exemple d'absence de mobilité sociale. Vous voyez à votre droite un pamphlet qui a été imprimé dans le Montreal Herald, donc un journal de Montréal en mai 1834, par Alexander Grant. Alexander Grant, je le considère comme le premier activiste afrodescendant, le premier activiste noir au Québec, à Montréal, dans les années 1830. Il va jouer un rôle majeur dans comment la communauté a pu s'affirmer à l'époque, notamment à travers les médias. Et donc, vous voyez ici dans son pamphlet, il se demande pourquoi, je vais le dire en anglais, il dit yet there are some, il parle des lois du royaume, il dit yet there are some privileges which the laws strictly entitle us to, such as serving on juries, but which from some unexplained cause have not been extended to us.
Et donc, il parle de ces lois et de ces privilèges auxquels ils ont droit en tant que citoyens britanniques. À l'époque, on est sous l'Empire britannique, comme servir en tant que juré, mais qui, pour une cause inexpliquée, et là, j'y vois un clin d'œil, tu vois, on ne nous a pas étendu, donc on ne nous a pas étendu ces privilèges-là et cette mobilité sociale-là. Alexander Grant savait très bien de quel unexplained cause il parlait, hein? Donc, l'élément dit racial. Cette inégalité raciale-là, elle est, je dirais, elle est appuyée par cet élément culturel. Je pense que l'élément culturel a un rôle extrêmement important dans la manière de façonner la vision que les gens peuvent avoir d'un groupe, de façonner ce de quoi peut avoir l'air un groupe. Vous voyez devant vous ce fameux blackface, qui, à chaque fois qu'on a des controverses concernant le blackface, on dit non, ce n'est pas une histoire canadienne, ce n'est pas une histoire québécoise, arrêtez d'importer cette histoire américaine. Mais ce qui, pendant tout le 19e siècle, ou du moins la deuxième moitié du 19e siècle, ce qui est importé, ce sont les groupes de blackface, de minstrel shows qui tournaient partout au Canada et au Québec. La plus vieille annonce concernant du blackface que j'ai retrouvée pour l'instant, c'est 1843 à Québec, proche de la Porte Saint-Louis. Et en 1843 et début 1900, j'ai retracé plus de 200 annonces de concerts de blackface juste pour le Québec, entre Montréal principalement et Québec. Donc, pour les gens qui sont moins familiers avec le blackface, eh bien, c'est ces spectacles où des musiciens se déguisent en noir et perpétuent des stéréotypes que les gens ont à l'époque face aux communautés noires. C'est-à-dire qu'on les perpétue comme des gens ignares, des gens superstitieux, des gens maladroits, des gens violents aussi. Et donc, vous voyez devant vous la grande image ici, Washing Up, The Burnt Cork Fraternity, Hogan and Mudge's Minstrels and Their Comicalities. Et donc, c'est une gravure qui a été faite au Théâtre Royal Côté à Montréal. Donc, c'est backstage, hein, où est-ce que les personnes qui font du blackface sont en train de se laver. Parce qu'à l'époque, on se noircit avec des bouchons noirs. En haut à gauche, vous voyez Mr. Hickey, qui fait du blackface, qui a été pris en photo à Montréal par le grand photographe Notman. Et puis, en bas à gauche, vous voyez une annonce dans le Morning Chronicle de Québec en 1877. Donc, on annonce un concert de blackface. Un autre élément culturel important qui, pour moi, a permis à bien des gens de se faire une idée de ce à quoi pouvaient ressembler les communautés afrodescendantes, afro-québécoises, afro-canadiennes, sont les caricatures. Vous voyez devant vous des caricatures tirées d'un hebdomadaire de Montréal qui s'appelait Le Samedi, qui était publié chaque samedi. C'était un journal illustré. J'ai repéré, entre 1889 et 1906, j'ai repéré plus de 550 caricatures négrophobes. Et ça, c'est sans compter les caricatures racistes envers les Autochtones, sans compter les caricatures antisémites, sans compter les caricatures racistes envers les Asiatiques. Et donc, encore une fois, dans ces caricatures, les personnes afrodescendantes et africaines sont dépeintes comme des tricheurs. Là, vous le voyez ici, comme des personnes violentes, comme des menteurs, comme des voleurs. Et on se moque aussi de leur physionomie. Et donc, vous voyez ici cette personne qu'on ne voit pas parce qu'elle est dans le noir et quand elle sourit, elle ouvre les yeux, on la voit. Et en passant, ça date de la fin des années 1890. Et je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai pu entendre cette blague-là dans ma jeunesse. Et donc, on parle d'un siècle plus tard, quelque chose qui a encore lieu. On va se moquer des lèvres, on va se moquer des cheveux, de leur stupidité aussi, qu'on s'imagine. Et quand il est question des Africains, c'est toujours le cannibalisme. Et donc, vous voyez en bas à gauche, Québécoise et cannibale, et donc quelqu'un qui s'apprête à se faire manger. On aura aussi des annonces racistes pour vendre des produits. Comme en bas à votre droite, on voit le cleanser pour gants de kid. Et donc, c'est un savon qui sert à laver les gants
Et vous voyez cette jeune fille avec la moitié du visage blanchi, comme quoi son africanité est de la saleté dont on peut se départir. À la même époque, c'était une pensée qui était dans plusieurs niveaux de la société. Vous voyez ici ce que Elzéar Alexandre Taschereau, le premier cardinal né au Canada et archevêque de Québec, publie le 25 décembre 1890. Et donc, c'est une époque où c'est exactement à l'époque de la colonisation de l'Afrique. On est 5-6 ans après la conférence de Berlin, où est-ce qu'on s'est réparti l'Afrique pour les Européens. Et plusieurs missionnaires sont envoyés pour civiliser les Africains. Et donc, on dit, et je vais lire rapidement, « Toutes les nations civilisées de l'Europe s'occupent en ce moment de faire sortir de l'esclavage, de l'idolâtrie, les pauvres nègres de l'Afrique. La connaissance plus parfaite, acquise depuis quelques années de l'état de barbarie inconcevable dans lequel se trouvent des millions de nos semblables dans le centre de l'Afrique, a dépassé de beaucoup ce que nous en pensions et ce que nous aurions osé imaginer. Les bêtes les plus féroces sont moins cruelles que bien des peuplades de l'Afrique centrale. Les hommes et les femmes tuent leurs semblables pour la moindre cause, souvent pour le seul plaisir de tuer. Les enfants sont tués et mangés ou livrés à des bêtes féroces. » Et donc, c'est l'image qu'on se fait de l'Afrique à l'époque, qui est une image raciste. Et pour les gens qui ont envie de dire « non, mais il ne faut pas juger le passé à travers nos lunettes du présent », comprenez que le racisme ou la notion de race, c'est exactement de cette époque-là. C'est-à-dire que j'analyse à travers les lunettes de cette époque-là. Il ne faut jamais oublier que la notion de race est une notion récente qui date des années 1700, mais qui a été un moteur de changement, un moteur de domination économique, politique, culturelle, et j'en passe. Et j'accélère là-bas. Au début du 20e siècle, le gouvernement fédéral veut passer une loi pour empêcher l'immigration des personnes noires ici, parce qu'on les trouve indésirables. À travers le 20e siècle, on a voulu, on préférait en fait une immigration blanche européenne, et donc tout ce qui était considéré comme indésirable, c'est-à-dire noir, asiatique, etc., on n'en voulait pas. D'ailleurs, on va passer une loi en 1923-24 pour l'exclusion de l'immigration chinoise ici. Et donc, on va tenter de réduire le flot des personnes, réduire le flot d'immigration des personnes noires, de toutes sortes de manières. Entre autres, aux États-Unis, on va faire augmenter les billets de train pour les personnes noires de 20 $ à 200 $. Toute personne noire à cette époque-là qui voulait immigrer au Canada devait absolument passer un test médical et les médecins étaient soudoyés. On leur donnait 5 $ par dossier refusé. Et on s'est mis à refuser les personnes noires pour toutes sortes de choses, pour bec de lièvre, pour arthrite, pour varices, pour grossesse, pour diabète, pour eczéma. Et donc, ces différentes manières visaient à ralentir le débit de cette immigration. Toutefois, en même temps, les compagnies ferroviaires comme la Canadien Pacifique, comme le Canadien National, contournaient ces politiques d'immigration-là pour pouvoir faire venir du cheap labor et des Caraïbes et des États-Unis pour pouvoir travailler sur les chemins de fer. Je vous parlais d'absence de mobilité sociale. Eh bien, à l'époque, un des seuls emplois que des personnes afro-canadiennes pouvaient obtenir, c'était porteur dans les chemins de fer. La notion de porteur est une notion, de porteur noir, est une notion qui a été mise de l'avant par George Pullman dans les années 1870, où il voulait recréer l'expérience de l'esclavage, d'avoir des personnes noires au service des personnes blanches. Et donc, c'est devenu la mode. Et au Canada aussi, on a suivi cette mode-là. Et donc, c'était en fait à peu près le seul emploi que les personnes noires pouvaient obtenir à l'époque.
Et ces porteurs, et cette absence de mobilité sociale a contribué à faire les différents quartiers noirs à travers le Canada, dont entre autres la Petite Bourgogne à Montréal. Mais ce qui est intéressant de ces porteurs, c'est qu'ils ont contribué à l'éveil politique des Afro-Canadiens. C'est-à-dire que dans la situation où est-ce qu'ils étaient, leur avantage, c'était de voyager de ville en ville, du Canada aux États-Unis. Ils ont pu créer des liens étroits entre ces différentes villes, ces différents quartiers afro-canadiens et ainsi contribuer à l'essor du militantisme. Et les années 1910-1920 étaient des années de résistance au Canada pour les Afro-Canadiens. Ce sont des années où est-ce que, entre autres, le UNIA de Marcus Garvey va installer des chapitres à Montréal, à Halifax, à Toronto. Le UNIA, c'est le Universal Negro Improvement Association, qui était un organisme, un mouvement panafricaniste de militance et de combat politique. Aussi, les femmes des porteurs à votre droite, vous voyez, ont créé, entre autres à Montréal, The Colored Women's Club. Donc, ce club était un club caritatif afin de pouvoir aider les personnes qui avaient de la difficulté à subvenir à leurs besoins, notamment à cause du cadre du racisme systémique. Entre autres, les jeunes filles qui voulaient devenir infirmières ont s'arrangé pour les envoyer étudier aux États-Unis, comme à Howard, à Washington. Parce qu'entre autres, dans les années 1920, l'hôpital de maternité de Montréal disait, ben, écoutez, on n'a pas besoin d'engager d'infirmières noires parce qu'il n'y a pas assez de patients noirs. Donc, on s'imaginait qu'un patient, une patiente devait absolument être traité par une personne de sa propre couleur. J'accélère un petit peu plus parce que je sais qu'il reste très peu de temps. Première Guerre mondiale, il y a une effervescence auprès des Canadiens qui veulent s'enrôler pour aller se battre, une effervescence auprès des Afro-Canadiens. Toutefois, on ne veut pas les recevoir dans l'armée régulière. Donc, on va créer un bataillon ségrégué, le bataillon numéro 2 de construction, pendant 4 ans, de 1916 à 1920. Il est facile de parler du racisme américain, de la ségrégation aux États-Unis. Et Cindy l'a très bien mentionné, le Canada et le Québec n'ont pas été exempts de la ségrégation. On n'avait pas une ségrégation de jurés, c'est-à-dire à travers les lois, comme les lois Jim Crow aux États-Unis. Toutefois, on va vivre des politiques ségrégationnelles individuelles. C'est-à-dire que, entre autres, vous voyez à votre gauche, Marian Anderson, on la voit dans toute sa splendeur, serrer la main à Duplessis en 1946. Eh bien, une dizaine d'années plus tôt, elle était de passage au Château Frontenac, mais le Château Frontenac ne voulait pas la loger parce qu'elle était noire. Elle sera logée au Clarendon. Et le Château Frontenac a quand même une bonne feuille de match quant à la ségrégation. Donc, je pense à Benito Sylvain en 1907, je pense à George Buchanan en 1945. Donc, plusieurs fois, des personnes noires, même des personnes de standing, voudront loger au Château Frontenac, mais on va les refuser. On connaît le cas de Viola Desmond, je n'y reviendrai pas par manque de temps. Vous voyez l'article de la presse, 7 janvier 1920. Les nègres iront porter leur cause au conseil privé. Eh bien, ce sont, entre autres, 2 cas qui sont allés en cours en 1919, parce que ce sont des personnes à qui on avait refusé l'accès au parterre, à l'Académie de musique, au théâtre Lose de Montréal. Parce qu'à l'époque, on demandait aux Noirs de s'asseoir au balcon et les Blancs s'asseyaient au parterre. Et il y a des gens qui ont porté plainte, sont allés en cours. Au début, on leur a donné raison, mais le Lose a fait appel. Et finalement, on a donné raison aux Lose. On disait, bon, écoutez, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est leur endroit. Absence de mobilité sociale. Et je pense que il me reste comme que quelques secondes. Absence de mobilité sociale, je vous disais, jusqu'au 20e siècle. Regardez ici, c'est une enquête du journal L'Autorité en 1953. Il est titré « Comparé à l'Alabama, Montréal reste le paradis des nègres, à condition qu'ils soient porteurs de bagages ou cireurs de bottes. Sur 6 000 nègres, pas un policier, pas un facteur, pas un employé,
de tramway. Et donc, absence de mobilité sociale jusque dans les années 1950, ainsi absence d'accumulation de patrimoine, ainsi absence de transfert des richesses de génération en génération. À votre droite, très rapidement, quand je vous parle de personnes qui ne peuvent pas rentrer dans certains hôtels, eh bien ici, c'est titré « Ottawa répare la gaffe d'un commis étroit ». Eh bien, c'est un commis de l'hôtel Windsor à Montréal qui a refusé de louer une chambre au premier ministre de la Barbade, qui s'appelait Grantley Adams, en escale à Montréal. Et puis, on ne l'a pas vu en tant que premier ministre, on l'a vu en tant que noir. Et donc, même un chef d'État était noir avant d'être chef d'État. Finalement, très rapidement, quelques statistiques pour venir appuyer, entre autres, les propos de Cindy aussi. Et je vais finir là-dessus, là, c'est pour vrai. Je suis comme Dominique Michel, là. Je suis toujours comme « Ah, c'est la dernière fois! » Donc, quelques statistiques. Ce sont des statistiques qui sont sorties cette année par Statistique Canada, cette année 2020. Les hommes noirs entre 25 et 59 ans gagnent 15 000 $ de moins que les autres Canadiens. Les femmes sont comparables. 27% des enfants noirs vivent en situation de pauvreté. Donc, 1 sur 3 environ, contre 14% chez les autres Canadiens. 25% des femmes noires entre 25 et 59 ans sont des mères monoparentales, contre environ 10% chez les autres Canadiennes. D'un point de vue carcéral, les Noirs sont 2,5% de la population canadienne, mais 8,4% de la population carcérale fédérale. Les Autochtones, eux, sont 3,8% de la population canadienne, mais 18,5% de la population carcérale fédérale. Et donc, la question qu'on peut demander, c'est pourquoi? Et je pense qu'on a des solutions quand on regarde notre histoire. Et donc, sur ce, merci de votre écoute et on peut passer aux questions. Merci beaucoup, Webster. Je tiens à remercier énormément nos deux panélistes pour être avec nous ce soir et pour le partage des connaissances et des expériences qui met beaucoup de lumière sur notre thème. Je suis certaine qu'il y a d'autres enjeux qui vont sortir encore avec les questions et réponses. Je veux aussi souligner que nous étions plus de 365 participants connectés pendant le webinaire, des participants de plusieurs provinces canadiennes et même du Maroc, même de l'international. Donc, merci beaucoup à tous et toutes pour votre participation. Ça évoque vraiment l'intérêt qui est porté à ce sujet et l'importance de poursuivre cette conversation. Je vois qu'il y a également vraiment un échange dynamique qui continue dans le chat. Donc, nous allons, comme prévu, passer à la période des questions. Il y en a déjà plusieurs. Je commence à faire le tri. Je vous invite encore une fois à mettre vos questions pour les panélistes, pas dans le chat. Le chat, c'est vraiment plus pour interagir avec tous les participants et participantes, mais plutôt dans la boîte à questions et réponses. Puis, je vais faire le tri des questions en conséquence. Juste avant de poser les premières questions, j'aimerais profiter d'une petite pause pour attirer votre attention à une action en ligne qui est disponible sur le site web d'Amnesty. Il s'agit d'un outil pour envoyer un message au Premier ministre Legault avec les 7 députés qui forment le groupe d'action sur le racisme en copie. Le message demande, et c'est modifiable, vous pouvez le personnaliser, pour demander au gouvernement de reconnaître officiellement le racisme systémique et élaborer une politique et un plan d'action de lutte au racisme systémique en consultation avec les communautés autochtones, noires et racisées. Donc, ma collègue Camille va inscrire le lien de cette action présentement dans le chat. Et je vous invite également à consulter notre page de campagne sur le racisme systémique. Maintenant, pour passer aux questions, il y a une question qui a été un peu, je l'ai vu dans le chat, ce n'est pas une question, mais c'est un sujet que j'aimerais demander à nos deux panélistes d'aborder, que j'ai vu sortir dans le chat puis dans la boîte de questions dans plusieurs formes. Donc, d'abord, je vais voir la question de Michel, si je peux le trouver. Oui. Donc, Michel dit « Plusieurs Québécois francophones affirment qu'à l'époque de la Nouvelle-France, les colons respectaient davantage les Autochtones,
faisait beaucoup de traités avec eux et ne privilégiait pas envers eux une approche de pouvoir colonisatrice. Est-ce que c'est vrai? Et juste pour ajouter, en lien avec la question de l'esclavage aussi, on entend un discours comme quoi c'est parce qu'il y avait les Britanniques qui ont eu le contrôle du pays. Puis dans le chat, on a vu aussi, c'est vraiment le fédéral qui est à blâmer parce qu'on a la loi sur les Indiennes. Donc, est-ce qu'on peut aborder cette question, le sujet, le thématique de ce soir, c'est vraiment creuser dans l'histoire du Québec pour voir où on en est aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à vous, Webster, puis Cindy pour aborder le thème de ces questions-là. Mais je peux peut-être y aller avec ma perception du rôle des Français, si on veut, dans la vie des Autochtones de ce pays. C'est l'histoire romancée qu'on entend souvent, effectivement, que les Français, c'était des alliés et que quand les méchants Britanniques sont arrivés, ils ont tout volé, ils ont tout pillé. C'est l'histoire qui nous est enseignée. En fait, il y a eu aussi des mésententes. Hein? Ce n'était pas juste un long fleuve tranquille avec les Français. Il y a plusieurs travaux, des recherches sérieuses qui illustrent ça. Mais je veux juste dire que je trouve ça un peu dommage que ce soit ce qui est enseigné parce que, tu sais, dans le fond, on fonde sur la fondation du pays, comment ça s'est passé, la colonisation brute pour en faire un pays, tu sais, s'accaparer le territoire et tout ça. Donc, il y avait un avant, évidemment. Là, mais je pense que Webster pourrait peut-être plus en dire au niveau de les méthodes qui ont été utilisées par les Français. Oui, ben merci de ta réponse. C'est toujours quelque chose qui revient, autant pour la colonisation que l'esclavage, cette fameuse dichotomie français-anglais. Nonobstant la langue, on est toujours autochtone ou on est toujours noir, que ce soit en français ou en anglais. Et donc, c'est un discours qui parfois me dérange parce qu'on a construit notre trame narrative identitaire qui a fait du Canadien français l'élément indigène du Québec. Même si les Autochtones sont là depuis des milliers d'années, le Canadien français se perçoit désormais comme indigène au Québec. Et on a construit à travers le Canada cette notion des deux peuples fondateurs, c'est-à-dire les anglophones, les francophones. On a extirpé l'élément autochtone de cette question et l'élément afro-descendant qui est là depuis 1609 aussi, mais qui a été importé par la colonisation aussi. Pour ma part, ça c'est ma vision personnelle, après ça vous en faites ce que vous voulez, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne colonisation. C'est-à-dire que les Français se sont installés ici parce qu'ils sentaient que les Autochtones n'exploitaient pas la terre comme elle devrait être. Les Français sont venus ici avec un sentiment de supériorité, qui soit d'un point de vue d'exploitation foncière, c'est-à-dire comment est-ce qu'on exploite la terre, d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue scientifique, quel qu'il soit, l'Européen se sentait supérieur et sentait qu'il avait le droit de venir s'installer ici. Et à chaque fois qu'on utilise à l'époque, ce sont un vocabulaire qu'on utilisait, on parle de terre vierge. La terre n'était pas vierge du tout, il y avait des gens qui étaient ici. Toutefois, on ne leur accorde pas la même importance sur le droit de terre. Et donc, ce sont des terres vierges. C'est comme quand on parle de l'Afrique noire. L'Afrique noire est noire parce que l'Européen ne la connaissait pas, le cœur du continent. Et donc, ce sont des visions qui sont encore très eurocentrées. Et je pense qu'il faut se défaire de ces schèmes, de ces programmations-là. Et excusez-moi, mes réponses sont longues, je suis désolé, je coupe là. La dernière chose que je veux dire, c'est que concernant l'esclavage, 170 ans d'esclavage sous le régime français, 40 ans d'esclavage sous le régime britannique. Environ 80% des propriétaires d'esclaves étaient sous le régime français. Pour ma part, il n'y a pas de français-anglais qui est meilleur ou pas. Je veux dire, mais il faut arrêter de dire que ce sont les Anglais qui ont importé l'esclavage ici. Les Français faisaient l'esclavage aussi. Puis on regarde l'histoire du monde atlantique, puis on a notre réponse. Et donc, un point ici.
Merci à vous deux. Puis en fait, heureusement, on a pas mal de temps pour la période de questions, donc ne vous sentez pas trop pressés. Donc, les prochaines questions, je vais regrouper ensemble 3 questions qui portent vraiment sur la question des personnes afrodescendantes au Québec. Donc, on a Gabrielle qui pose la question, est-ce qu'il, pas juste afrodescendante en fait, je suis en train de voir, mais Gabrielle pose la question, est-ce qu'il y a eu des descendants d'esclaves africains et panis au Québec? Par la suite, je vais enchaîner avec la question de Marthe qui vient de disparaître, malheureusement. Donc, je vais essayer de le trouver après. On a une question de Claudia qui dit qu'au Brésil, depuis quelques années, il y a un travail de valorisation de la culture et de l'esthétique afrodescendante. On parle de réparation collective pour, par exemple, faciliter l'accès de ces personnes aux universités par des systèmes de quotas, etc. Car en fin des comptes, à la fin de l'esclavage, ces gens n'avaient reçu aucune rémunération pour leur labeur passé et n'avaient pas de legs pour leurs enfants, trouvaient difficilement du travail, etc. Qu'en est-il de ce cheminement ici pour ce qui est des réparations chez les personnes afrodescendantes et chez les membres des Premières Nations aussi? Juste avant de vous passer la parole, je vais voir si je trouve maintenant la question de Marthe qui semblait disparaître, mais si je me rappelle bien, elle avait posé une question concernant la résistance, un mouvement de résistance à l'esclavage, un mouvement, je pense, abolitionniste envers l'esclavage ici au Québec et ou au Canada. Donc, je suis désolée, je ne trouve plus la question, mais je pense qu'en gros, c'était ça. Oui, non, désolé, je ne l'ai pas trouvé. Allez-y. OK. Si tu me permets, Cindy, je vais sauter très rapidement parce que la question des ancêtres, je la trouve très intéressante, ou du moins des descendants. Parce que, oui, il y a des descendants d'esclaves ici, ailleurs, partout au Canada. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'à travers la mixité, certains de ces descendants sont devenus blancs avec le temps. Et l'ancêtre, le descendant d'esclaves le plus connu de notre histoire pour l'instant s'appelait Maurice Duplessis. Et donc, Maurice Duplessis, le premier ministre du Québec, son ancêtre s'appelait Gatineau dit Duplessis et était un esclave autochtone, était un païen. Et donc, ça, c'est une information que je trouve extrêmement intéressante. L'abbé Raymond Casgrain aussi avait un ancêtre autochtone. Pour ce qui est des réparations, je pense qu'il est très important de considérer des réparations, surtout pour les peuples autochtones, parce que toutes ces années de racisme systémique, et je reviens beaucoup sur la notion d'absence de mobilité sociale, doit être réparée quelque part. Et au-delà d'une somme monétaire, il y a des réparations qu'on doit faire en tant que société. Et je pense que c'est en remaniant notre manière de faire, de penser, de voir, de raconter l'histoire et de faire de la place dans nos différentes structures et les différents postes de pouvoir qu'on pourra combattre ce racisme systémique. Donc oui, je pense qu'il doit y avoir réparation pour tout ce qui s'est passé, notamment pour la colonisation de ces territoires non cédés. Et je pense que en tant que société, tant qu'on n'aura pas adressé cette situation-là, on n'ira nulle part. Et je pense que c'est notre nœud historique en Amérique, de l'Argentine jusqu'au Québec, qu'on n'est pas capable d'adresser. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un effort en tant que société si on va aller plus loin. Sinon, on va juste perpétuer ces systèmes dont on a hérité toute la négativité. Je m'excuse. Je pense que la question de Mme Marthe s'adressait sur l'abolition de la loi sur les Indiens. J'espère que je ne me trompe pas, là, parce que j'ai lu tantôt, elle demandait pourquoi c'était... Oui, il y avait 2 questions de Marthe, mais j'allais poser à celle-là maintenant, donc peut-être je peux le lire et aussi en même temps partager une question de Marie.
sur le principe de Joyce. Donc, c'est ça. Marthe pose la question, pourquoi la loi sur les Indiens est-elle maintenue? Je sais qu'il y a eu des expériences malheureuses aux États-Unis quand un État a aboli la loi sur les Indiens version américaine et que l'État a dirigé les Autochtones vers les villes. Est-ce que la peur d'avoir des résultats encore plus négatifs fait craindre à certaines l'abolition sur la loi sur les Indiens au Canada? Et ensuite, j'enchaîne avec la question de Marie. Nous avons entendu parler du principe de Joyce proposé par la nation de Joyce Echaquan suite à son horrible décès. Qu'en est-il de la suite de ce principe dans le système de santé, entre autres? Bien, pour le principe de Joyce, ce que je peux dire, étant moi-même une Première Nation, c'est que je sens vraiment une mobilisation de tous les Autochtones pour faire appliquer le principe de Joyce dans les services de santé et services sociaux. Comme on le sait, le gouvernement actuel n'adhère pas au principe de Joyce en raison de la définition du racisme systémique qu'il ne reconnaît pas. Donc, c'est certain que moi, je ne me gêne jamais pour dire que tant que ça ne vient pas d'en haut, ce n'est pas très aidant. Il faut que ça vienne des politiques. On l'a vu, le racisme systémique provient des politiques, des lois. Donc, tant qu'on n'aura pas des gouvernements qui vont accepter de voir la réalité telle qu'elle est et de reconnaître officiellement le racisme systémique, ça va être difficile d'avancer. Par contre, dans la population québécoise, on voit vraiment une mobilisation qui fait du bien. Je pense que les gens, ils veulent vraiment adhérer au principe de Joyce parce que, dans le fond, c'est de reconnaître une équité au niveau des services de santé et services sociaux. C'est qu'on demande à être traité sur le même pied d'égalité. Donc, pour plusieurs personnes, ça va de soi. C'est sûr que le gouvernement va se défendre en disant oui, on va passer à l'action, mais comme je viens de vous expliquer, c'est ma perception. Tant que ça ne sera pas reconnu, je trouve que c'est difficile de faire appliquer des politiques officielles pour contrer ça. L'autre chose pour la loi sur les Indiens, je ne sais pas en quoi, je n'ai pas les faits là, par rapport aux États-Unis, mais moi, ce que je pense, c'est que si on abolit la loi sur les Indiens, ce n'est pas tant ça qui va être problématique pour demain matin pour les Premières Nations, c'est plus qu'est-ce qu'elle a causé, d'où on revient avec ça, d'où on part. On part dans des communautés autochtones qui manquent de logement, qui manquent d'emploi, l'éducation, elle est sous-financée. En tout cas, je peux vous en nommer là, ce que le système a créé, la loi sur les Indiens. Donc, si on l'abolit demain matin, je pense qu'il faut un filet pour prévenir ce que ça pourrait empirer, à mon avis. Ce n'est pas tant la loi comme telle, mais c'est qu'est-ce qu'on en ferait si on l'abolissait. Donc, je vais laisser Webster s'il veut commenter. Parfait, ça a l'air que Webster nous donne la pousse. Je vais aller, on a quelques questions un peu plus sur les actualités en lien avec le racisme systémique et puis par la suite, quelques questions par rapport à comment passer à l'action puis des ressources qui peuvent exister. Donc, je vais commencer avec les questions de Marie-Pierre et Michel. Il va juste falloir que je les trouve. Oui, donc Marie-Pierre pose la question, elle dit « J'aimerais vous entendre sur les résistances à reconnaître l'existence du racisme systémique, non seulement de la part du gouvernement, mais aussi d'une partie de la population. J'aimerais aussi vous entendre sur vos visions du racisme et du racisme systémique. Merci de la conférence. » Un peu plus spécifique, mais en lien avec cet même enjeu. Michel demande qu'est-ce que vous pensez de la fragilité blanche comme concept, notion. Est-ce une des raisons pour lesquelles bien des Québécois francophones croient que le racisme systémique constitue un procès envers eux comme nation? Si vous permettez, je vais peut-être quelques mots. Je pense que tantôt, je parlais de déprogrammation. Et je parlais un peu plus tôt que ça fait 500 ans, les dernières 500 ans, les derniers 5 siècles ont façonné ce que nous sommes en tant qu'Occident. Ce sont 500 ans trempés dans le privilège pour une partie de la population. Le privilège, ce fameux privilège blanc dont on parle, vient de ces 500 dernières années. C'est un vestige de ces 500
dernières années-là. Et donc, pour des gens qui sont dans ce privilège-là et que nous sommes programmés à le voir comme tel, eh bien, on se pose la question, mais pourquoi? Oui, mais non, mais moi, je ne suis pas raciste. Ou, non, mais si tu vas porter un CV, tu risques d'être pris plus avant un Mamadou ou un Mohamed. C'est comme le Mohamed à côté de chez moi, qui a 2 bacs et une maîtrise, ne trouve pas d'emploi. Il a même voulu changer son nom. Le juge a refusé qu'il change son nom. Et donc, notre manière de voir les choses est ancrée dans ce privilège qu'on considère comme acquis depuis longtemps. Et donc, quand des gens cognent à la porte, ils disent « Ouais, mais nous aussi, on aimerait ça, égaliser le privilège », tout d'un coup, ça devient épineux parce que les gens doivent laisser la place pour s'asseoir autour de la table. Et quand on parle de ce fameux procès des Québécois, pour moi, ça vient tout simplement d'une méconnaissance et j'ai envie même de parler d'ignorance parce que je fais la différence. Certaines personnes méconnaissent, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'option de connaître, mais d'autres s'enferment dans leur ignorance, comme notre gouvernement qu'on a en ce moment, comme des chroniqueuses, des chroniqueurs qui nous jettent leur ignorance à la tête et qui contribuent à façonner, encore une fois, et à polariser ce débat-là. Ce qu'on dit, ce n'est pas que les individus, tout le Québec est raciste. On dit que nous sommes héritiers d'une histoire raciste et qu'on doit regarder ça ensemble. Et de toute façon, c'est tout le monde qui doit combattre le racisme. Ce n'est pas que les personnes autochtones ou racisées qui doivent se mobiliser elles-mêmes pour combattre le racisme. Comme que pour combattre le sexisme, ce ne sont pas que les femmes qui doivent combattre le sexisme. Les hommes aussi, parce que les hommes doivent prendre conscience du sexisme. Et si on veut avancer, eh bien, ce sont des combats conjoints. Comme on dit toujours, ça ne suffit pas de ne pas être raciste. Il faut être anti-raciste. Ça ne suffit pas de ne pas être raciste. Si tu n'es pas raciste, tu maintiens un statu quo qui est à l'avantage d'une partie de la population envers une autre. Il faut être antiraciste pour redresser toute cette question-là. Et donc, pour moi, pour revenir, puis je clôt là, cette notion du procès des Québécois, c'est une notion que certaines personnes malhonnêtes ont voulu mettre de l'avant afin de polariser ce débat-là et pouvoir conserver certains pouvoirs politiques. Ce sont des gens qui n'ont pas la lunette historique pour comprendre d'où ça vient et n'ont pas la volonté de changer et de contribuer à un changement positif et constructif pour une meilleure égalité des chances pour tout le monde. Moi, pour ma part, je te dis un mot, Webster, volonté. Je relie beaucoup tout ce qui se passe en ce moment par rapport au racisme systémique, à la volonté politique, on s'entend aussi. Si M. Legault avait reconnu le racisme systémique, je me demande où aujourd'hui on serait comme société. Il y avait une chance extraordinaire de faire un virage à 180 degrés. Avec tout ce qui s'est passé. Et quand on regarde, c'est un homme intelligent, là, il sait très bien c'est quoi le racisme systémique. Il l'a défini lui-même et il ne l'a juste pas nommé. Alors, c'est là, j'en reviens à la volonté. Et moi, personnellement, comme Première Nation, je préfère mettre mes énergies sur toute la belle ouverture qu'on a dernièrement. J'adore ça. Puis même si c'est difficile, c'est vrai, il y a des chroniqueurs entêtés, le même genre de personnes qui reviennent tout le temps, mais moi, là, je suis dans le j'ignore ces temps-ci. Je focus mon énergie sur les gens qui nous tendent la main. Il y a une belle vague de désir de connaître l'autre, de mieux vivre ensemble, puis je trouve ça extraordinaire. Puis il y a une chose qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Les gouvernements nous ont gardés dans l'ignorance longtemps, le peuple. Pour les pans de l'histoire soient cachés. Aujourd'hui, là, il y a des recherches, les jeunes s'éduquent, il y a les médias, il y a des belles conférences comme ça à profusion. La pandémie nous a emmené ça pour s'éduquer. Donc, on ne peut plus revenir en arrière et ignorer. Fait que si ça arrive, c'est parce que c'est la volonté d'ignorer. Moi, j'en suis là. Fait que quelqu'un qui n'a pas la volonté de s'ouvrir ou de connaître l'autre, ben, je passe un autre appel. Merci. Exactement. Puis si je peux rebondir, c'est très bien dit. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'à la limite, le racisme individuel, on s'en fout. Tu vois? C'est-à-dire que, bon, c'est mauvais, on s'entend. Mais bon, c'est des connards. Je vais le dire comme ça.
Quand j'étais jeune, je me faisais traiter de NC, NSA, puis ça me fâchait. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, c'est pas moi le problème. Moi, je suis fier de ce que je suis. Le problème, c'est l'autre qui est raciste. C'est lui qui a la maladie. La maladie on l'appelle la conitude aiguë. Et donc, au final, le racisme individuel, mais c'est quand ces personnes sont en position de pouvoir que ça change. Quand une personne raciste a le pouvoir d'embaucher ou de refuser la candidature de quelqu'un, quand une personne raciste est en mesure de passer une loi ou justement de ne pas reconnaître certains éléments primordiaux dans notre société, c'est là que ça devient un problème et c'est là que ça nourrit l'aspect systémique du racisme. Et donc, je pense qu'il faut toujours faire la différence. Puis, un des problèmes que je vois dans nos sociétés actuellement, c'est que depuis longtemps, on veut enrayer le racisme individuel. Ah, sois pas raciste avec ton ami, ici, ça. Oui, mais tant qu'on ne s'attaque pas à l'élément systémique, on ne va pas contribuer, encore une fois, à l'égalité de ces chances. Donc, il faut avoir un focus ou mettre l'accent en tant qu'institution et dans toutes les sphères, c'est-à-dire dans l'académique, dans la santé, dans les finances, en politique, dans les sports, en télévision. Toutes les sphères doivent se sentir concernées. Et c'est à partir de là, justement, qu'on pourra avoir une vision systémique de cette lutte-là. Merci. Donc, les prochaines questions, j'en ai deux sur les ressources complémentaires et pas besoin, évidemment, il y en a beaucoup. Peut-être si vous voulez mentionner certaines ressources, puis aussi si les panélistes en ont qu'ils et elles aimeraient partager par courriel avec les participants, c'est possible aussi. Et une question concernant les actions. Donc, j'ai les questions de Vicky. Qui est enseignante au secondaire en éthique et culture religieuse, formée en histoire. Elle demande si vous avez des ressources à nous conseiller pour améliorer notre enseignement à ce niveau. Ensuite, on a Chelsea qui dit qu'elle est toujours ravie d'apprendre un peu plus sur l'histoire des Noirs au Québec et au Canada. Et elle demande si vous avez des suggestions et des sources qu'elle peut lire pour en apprendre plus. Donc, ça, c'est les questions pour les ressources. Ensuite, on a Nicolas qui demande quelles actions concrètes est-ce qu'il peut prendre en tant qu'homme blanc afin de lutter contre le racisme systémique au Québec et ailleurs. Moi, d'emblée, j'aurais envie de partager à nouveau le plan d'action pour lutter contre le racisme systémique et la discrimination systémique de la PNQL. Vous pouvez le trouver sur le site Internet. Dans le fond, là-dedans, c'est des appels à l'action à la population québécoise, monsieur, madame, tout le monde, peu importe l'organisation dans laquelle vous provenez, les institutions scolaires, entre autres, les professeurs. Il y a plusieurs façons là-dedans de contribuer ou de contrer. Et il y a même un lien que vous pouvez écrire à quelqu'un à la PNQL et on va vous guider si vous cherchez vraiment des ressources précises et spécifiques. Moi, c'est le premier outil qui me vient en ce moment, mais sinon, peut-être se documenter. Il y a tellement eu de commissions d'enquête et de rapports sur le profilage racial avec des recommandations et tout ça. Donc, c'est vraiment accessible sur le web en ce moment. Donc, ça serait mes premières suggestions. Oui, pour ma part, ce que je suggérerais, le point de vue de ressources, vous pouvez aller sur le site Internet de mon exposition, fugitif.ca, je vais vous l'écrire ici, qui donne de l'information à propos de cette histoire-là, mais surtout la résistance à l'esclavage. Comme je disais, on ne parle pas assez de résistance. Vous pouvez aller sur le site de mes visites guidées, québechistoriquesto.ca, où vous aurez accès à, si vous allez dans la page documents historiques, vous allez voir, il y a plusieurs images, mais à la toute fin, il y a une bibliographie. Donc, si vous voulez lire davantage à propos de cette histoire-là, vous pourrez aller voir la bibliographie. Et j'ai aussi créé un livret conjointement avec la Commission canadienne pour l'UNESCO qui s'appelle « L'esclavage au Canada » en français et en anglais. Vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est un petit livret qui explique vraiment les bases de cette histoire-là. Et donc, voilà pour des ressources.
Maintenant, pour répondre à la question, j'ai oublié le nom de la personne, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Entre autres, je pense que c'est de s'éduquer par rapport à ces questions-là, par rapport à l'histoire, et où est-ce que cette personne se situe en société. C'est-à-dire, comme admettons, on parlait tantôt d'une enseignante. Qu'est-ce qu'elle peut faire en classe? Une personne travaille dans un bureau XY. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce bureau? Il y a toutes sortes de formations qui sont offertes pour différents bureaux, différentes institutions. La semaine passée, je faisais une conférence pour un cabinet d'avocats. Et donc, ils ont invité tous leurs collègues XY pour pouvoir assister à cette conférence sur le racisme systémique. Et donc, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Où est-ce qu'on se trouve en société pour faciliter l'embauche? Embaucher des gens aussi. Je pense que tout est là aussi. Embaucher des gens. Les conseils d'administration, ils ont l'air de quoi? Si vous le voyez, dites-le. Dites, ouais, je pense que le conseil d'administration est pas mal homogène. Ça se dit et ça se corrige surtout. Et pour les postes de pouvoir aussi. Donc, je pense qu'il faut penser le travail qui a été fait par rapport au sexisme et à l'homophobie ces derniers siècles. Non, pas ces derniers siècles, désolé, lapsus, drôle de lapsus, mais ces dernières décennies. Il y a un travail qui a été fait par rapport à l'acceptation de l'homophobie et par rapport au sexisme et à la place des femmes en société. Et donc, je pense qu'il faut comprendre qu'on est capable de le faire en tant que société. On est capable, mais pour être capable de le faire, déjà pour le faire, il faut le savoir, il faut être capable de le nommer. Et je pense que ça commence là, d'être capable de le voir, de le nommer, de se renseigner et d'écouter les gens. Il y a une chose qui m'énerve, c'est quand il arrive une situation, je parle d'une situation XY, puis après ça, on va me dire, oui, mais non, tu ne comprends pas, mais tu sais, nous, le Québec, puis je suis comme, oh, je connais le Québec, je suis né ici, je grandis ici, puis même si je n'étais pas né ici, je peux connaître le Québec. Et donc, j'appelle ça la hiérarchie du ressenti. C'est comme si ma vision ou ce que je ressentais n'équivalait pas à la vision de la personne. On me dit non, 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 mais c'est pas ça que tu veux dire. Non, mais l'intention, non, mais si, mais ça, je suis comme, mais yo, je dis quelque chose. Et donc, il y a un manque d'écoute. Et ça, c'est on en parlait beaucoup de ce manque d'écoute pour les femmes. C'est la même chose pour les Premières Nations, pour les personnes afrodescendantes, africaines, etc. Écoutez ce que les gens ont à dire. Écoutez et mettons en œuvre ces visions. Désolé, je m'emporte, là, je ne sais même pas pourquoi. Mais c'est quand même un enjeu passionnant, disons-le comme ça. Merci pour vos réponses. Je veux ajouter le commentaire de Roger qui dit qu'il lit actuellement le livre Fragilité blanche de Robin DiAngelo. Ça s'appelle Fragilité blanche sur le racisme que les Blancs ne voient pas. Il le recommande à ceux et celles qui, comme lui, ne croyaient pas au racisme systémique. Il pense que ces personnes évolueront vers l'admission de son existence comme l'arrive-t-il. Et je voulais ajouter pour répondre à la question de Nicolas par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'une chose, une geste de mobilisation qu'on peut tous et toutes faire, c'est de prendre rendez-vous avec nos députés provinciaux. Ils et elles sont censés nous représenter. Je pense qu'il y en a beaucoup qui persistent à nier le racisme systémique, peut-être parce qu'ils pensent que c'est ce que leurs citoyens et citoyennes font aussi. Donc, c'est important qu'eux, ils sachent qu'ils ont des personnes, qu'ils représentent des personnes qui veulent de l'action sur cette question-là. C'est facile à faire, particulièrement maintenant avec toutes les rencontres virtuelles. Quand les députés sont en circonscription, ils sont là pour rencontrer leurs citoyens et citoyennes. Donc, je vous encourage absolument à faire ça et évidemment à vous renseigner, à vous informer. Je voudrais juste ajouter là-dessus, parce qu'en continuité, à votre municipalité, on a eu plusieurs résolutions qui ont adopté à l'unanimité d'adhérer au plan d'action de la PNQL ou au principe de Joyce. Donc, c'est une autre façon aussi de manifester à nos élus qu'on veut que ça bouge.
Tout à fait. Et demain, avec le courriel où on va partager l'enregistrement, peut-être on va regrouper les ressources qui ont été partagées par Cindy et Webster dans le chat, par exemple, puis à l'oral, pour que vous puissiez avoir ça. Je vois le temps, il est 19h30, donc je veux dire un énorme merci de la part d'Amnesty International à nos deux panélistes pour leur présence et leur partage. Et à vous tous et toutes pour avoir participé ce soir. Je suis désolée qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je suis très encouragée de voir le niveau de participation et de l'intérêt pour l'enjeu. Et j'espère vous revoir toutes et tous lors de notre conférence virtuelle le 10 mars. Je vous invite encore une fois à passer à l'action avec Amnesty pour lutter contre le racisme systémique et de consulter notre page web. Merci encore une fois à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Grande force à vous toutes et tous. Merci à vous.